Bonjour, bonjour. D'abord, un grand merci à vous. Un grand merci parce que l'amphi n'est pas vide et nous sommes sur un horaire stratégique, 12-13 heures. Donc j'aurais tendance, et je regarde mes deux amis et comparses qui, je pense, abonderont avec moi, pour vous remercier à la fois pour votre confiance, votre investissement, et vous êtes allés jusqu'à reporter votre pause déjeuner. Si j'en juge par ce niveau d'engagement, je pense que notre heure d'échange et de partage, et en tout cas je l'espère, sera fructueuse. Pour ma part, je suis Fabien Clerc, je dirige une agence d'information qui s'appelle Newstank RH Management. On va donc avoir le plaisir de passer ensemble cette petite heure pour la session 11 de notre Printemps de l'écho sur le thème « Comprendre le comportement des recruteurs pour mieux lutter contre les discriminations ». Alors on est sur un sujet dont on peut penser qu'il est peut-être avant tout un sujet social, RH, voire sociétal. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que finalement, nos économistes, par leurs travaux de recherche, par leur approche méthodologique, contribuent largement, et bénéfiquement j'espère, on le verra, pour faire avancer le sujet. Alors un petit mot quand même pour préciser que cette session a été conçue par Anne-Cécile Didier, que nous remercions, qui est professeure de l'école d'économie de Paris, et elle a conçu cette session en partenariat avec la chaire Travail de l'OSE. Alors, pour partager ensemble sur notre sujet, on aura le plaisir de cheminer avec Luc Béhaguel, qui est à ma gauche et que je remercie, qui est professeur associé de l'école d'économie de Paris, directeur de recherche à l'INRA, si je suis bien renseigné, et à ma droite, Thomas Breda, qui est professeur associé à la même noble école Paris School of Economics, chargé de recherche au CNRS. Jusqu'ici, ça va? Bon, on peut continuer. Alors l'idée, surtout, c'est de partager ensemble, pour comprendre ce que sont les facteurs et les mécanismes qui peuvent conduire à des situations, à des biais dans les sélections, voire à des pratiques discriminantes. La discrimination, on peut en dire deux mots, mais a priori, je pense qu'elle est rare, voire rarissime, la volonté assumée discriminante. Et le sujet dont on parle, il est plutôt le résultat d'éléments que nous questionnerons ensemble, qui aboutissent à une situation de non-objectivité qu'on peut interpréter peut-être comme des formes de discrimination. Alors, chez les recruteurs, finalement, le spectre est large. De quoi parlons-nous? Il y a bien sûr les professionnels de la filière RH, il y a les prestataires. Et le sujet de la discrimination chez eux est un sujet particulièrement épineux, parce que quand vous êtes prestataire, quand vous êtes chasseur de tête, mandaté pour sélectionner des profils, il peut y avoir une commande implicite qui peut être discriminante, et vous n'êtes que prestataire, c'est compliqué. Je ne sais pas si on aura le temps de porter le sujet, mais ça montre à quel point la volonté qui est la nôtre ici de faire avancer le sujet et de le résoudre est posée sur un sujet à spectre particulièrement large. Et puis, quand on parle de recruteurs, on a aussi l'ensemble des managers qui sont engagés à un moment ou à un autre dans la démarche de recrutement. L'objectif étant également d'envisager, on va essayer en tout cas, ce que peuvent être des pistes de solutions, de stratégies, pour introduire des éléments et des instruments susceptibles d'annihiler ou au moins de réduire largement ces biais discriminants. Alors on dira peut-être que le sujet n'est pas nouveau, il est posé depuis bien longtemps, on a eu des successions de normes, le droit bien sûr, aujourd'hui interdit strictement la discrimination à l'embauche. Les victimes, et j'ai en tête, on en dira peut-être deux mots, une histoire d'il y a quelques jours, les victimes ont accès à d'autres formes de protestation, de lutte contre, quand ils sont l'objet de discrimination. Je pense aux réseaux sociaux, et on en parlera peut-être dans la troisième partie tout à l'heure, une histoire de la semaine dernière qui est porteuse d'enseignement. Par ailleurs, sur le sujet, les entreprises innovent, expérimentent. Je pense au CV anonyme, qui avait fait l'objet d'une norme, mais qui au préalable avait été testé par plusieurs entreprises. N'hésitent pas à diversifier les sources de recrutement. Je pense à des job boards spécialisés sur des minorités, des populations issues de quartiers plus difficiles, des job boards pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est autant de stratégies ou de tentatives d'essayer d'élargir un peu le spectre de recrutement. La sphère publique a aussi placé au cœur de son process de recrutement un outil dont on pourrait penser qu'il est anti-discrimination par nature. On en parlera tout à l'heure, le concours.
Et puis on va le voir ensemble, l'efficience de ces dispositifs n'est pas acquise. Alors on va le découvrir grâce aux travaux de nos 2 enseignants-chercheurs, Luc Béhagel. Vous avez travaillé sur le CV anonyme, dont nous savons aujourd'hui, on va le voir ensemble, qu'il n'est peut-être pas, loin s'en faut, la panacée. Vous nous parlerez de vos travaux. Et Thomas Breda, vous nous parlerez de vos travaux sur les concours de recrutement de la fonction publique. Alors, la première étape dans la démarche de recrutement de la fonction publique, c'est le concours, effectivement, non discriminante, on l'imagine par nature dans le process. Mais cette phase est suivie par une phase d'entretien. Et derrière, je crois savoir, on va le voir, que la distorsion peut apparaître. Alors, si vous le voulez bien, on se met d'accord sur un format. L'idée, c'est qu'on fasse un focus sur chacun de ces travaux de recherche, 2 focus, et puis on se garde une 3e phase d'échange que je souhaite et j'espère plus interactive pour, à la lumière de ces enseignements, essayer de pousser, d'avancer ensemble sur le sujet. Est-ce que ça vous convient? On y va comme ça? Eh bien, génial, vous êtes formidable. Je n'en attendais pas moins. Alors, mon cher Luc, on commence ensemble? Allons-y. Alors, effectivement, le pari qu'on a pris pour cette session, c'est de vous présenter 2 études qui peut-être vont augmenter votre perplexité plutôt que vous donner des solutions. Mais je crois que c'est l'occasion de vous faire part un peu d'une démarche finalement assez agnostique, assez empirique en économie, qui peut donner des résultats surprenants. Et finalement, le fait qu'on soit surpris, le fait qu'il y ait l'inattendu, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors, il y a une pomme L qui va marcher parfaitement. Voilà. Et ça peut être une bonne nouvelle, et cette perplexité, évidemment, après, il faut en faire quelque chose, il faut qu'elle rentre dans un cycle d'évaluation de politique publique, d'amélioration de politique publique ou d'initiative privée. Mais pour cela, encore faut-il se donner l'occasion d'apprendre simplement sur le terrain. Donc ça, c'est les leçons d'une expérimentation du CV anonyme que je vais vous présenter avec Bruno Crépon et Thomas Le Barbanchon dans l'équipe de recherche, mais ça a impliqué différents acteurs, notamment Pôle emploi et un ensemble d'entreprises et de candidats. Donc, le CV anonyme, c'est un débat récurrent depuis maintenant au moins une 12aine d'années, expérimenté par AXA, porté par Claude Bébéar, etc. Une bonne raison pour ça, c'est qu'on est de plus en plus conscient d'une forte discrimination à l'étape de la sélection des CV. Et ça, la façon de le mettre en évidence, c'est d'envoyer des CV, de faire varier le prénom ou le nom ou le lieu de résidence du candidat. Et on constate que ça influence les choix des entreprises d'appeler des candidats pour des entretiens. D'où l'idée assez naturelle finalement, éliminons au moins cette étape-là de la discrimination en anonymisant les CV. Et il y a de très bons arguments pour. Un des arguments, c'est que le prénom ou le lieu de résidence du candidat, ce n'est pas des compétences de ce candidat, et on veut recentrer l'évaluation des recruteurs sur cela. Un autre argument aussi, c'est qu'il est important pour les candidats d'avoir des entretiens d'embauche. Il faut lutter contre l'autocensure. Or, envoyer des CV quand on craint la discrimination, quand on pense qu'on a peu de chances d'être en entretien, c'est évidemment un peu incitatif. En même temps, il ne faut pas négliger les arguments contre. Le premier, évident, c'est qu'il faudra bien lever l'anonymat à un moment, à l'entretien, et que peut-être ce processus sera plus coûteux qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on aura des candidats qui subiront la discrimination et ils la subiront de façon encore plus évidente et violente. Du point de vue des entreprises ou du point de vue des pouvoirs publics, c'est un processus qui est coûteux à mettre en œuvre, c'est pas simple de bien anonymiser CV. Du point de vue des pouvoirs publics, c'est quelque chose de compliqué à surveiller. Donc voilà, une idée qui est récurrente et sur laquelle on peut se renvoyer un petit peu la balle pendant longtemps. Et moi, ce que je vais vous présenter, c'est une expérimentation. Alors, j'insiste sur les petits qualificatifs. Une expérimentation sous contrainte. C'est une forme du CV anonyme qui a pu être expérimentée en 2009-2010 avec des résultats partiellement inattendus. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments d'interprétation. Donc, le contexte de cette expérimentation, il est important. Je vais passer quelques instants sur le cadre politique de cette expérimentation. Ça vient après les émeutes des banlieues de 2005, une loi sur l'égalité des chances qui décide, tranche, sur la base de cette logique que je vous ai exposée, qu'il faut rendre le CV anonyme obligatoire. Et comme c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, on met ça pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, la loi est votée. Simplement, la loi n'est pas appliquée.
notamment parce que les décrets d'application ne sont pas pris et qu'on sent une hésitation, un flottement, notamment une réticence du patronat. Quelques associations se mobilisent pour dire bon, maintenant il faut mettre en œuvre cette loi. Elle a été votée et le feuilleton a continué jusqu'en 2015 autour de cette mise en œuvre de la loi avant qu'une nouvelle loi annule le processus. Cette hésitation entre volontarisme et laisser-faire, je vais l'illustrer par une citation. Je vous donnerai la personne citée dans un instant, qui dit bien un petit peu la contradiction de ce qu'on veut. On veut que le CV anonyme devienne un réflexe pour les employeurs. On sait qu'il y a un problème. Ça, notre expérimentation ne va pas du tout remettre en cause ce diagnostic, même si elle donne des résultats surprenants. Et là, le parti pris, c'est qu'il faut donner à chacun la chance de bénéficier d'un entretien. Donc là, on sent un volontarisme qui est complètement dans la logique de ce CV anonyme. Lions-nous les mains pour que cet événement advienne, que des candidats potentiellement discriminés se trouvent face à leurs recruteurs. Immédiatement après, phrase suivante de ce discours, sur ce sujet, nous n'avancerons pas par la contrainte, mais par la conviction et par le pragmatisme. Donc là, on sent déjà qu'on est un petit peu en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Et on s'appuie sur les partenaires sociaux qui sont très prudents, qui veulent de la diversité, mais par l'expérimentation. Et donc le gouvernement proposera sans grande entreprise d'expérimenter. Donc ça, c'est le discours de Nicolas Sarkozy fin 2008 à l'École Polytechnique, lieu symbolique, qui a lancé finalement l'expérimentation que je vais vous présenter, dont on voit d'emblée qu'elle est assez différente finalement de la loi, puisqu'on est en train d'expérimenter en proposant à des entreprises le CV anonyme et non plus ce dispositif différent qui était le CV anonyme obligatoire pour tous les recrutements dans des entreprises de plus de 50 salariés. Cela dit, c'est peut-être l'occasion d'apprendre sur les pratiques de recrutement des entreprises et d'avoir une idée partielle de ce que pourrait donner un CV anonyme obligatoire. Voilà ce que je vais essayer de vous présenter. Donc juste quelques éléments de contexte, mais qui donnent de la chair à ce qui suit. C'est une expérimentation qui a été confiée à Pôle emploi. Il fallait en effet pour cela quelqu'un qui puisse anonymiser les CV et constituer finalement, ce que nous avons fait avec Pôle emploi, 2 groupes d'entreprises, un petit peu à l'image de ce qu'on fait lorsqu'on veut tester un nouveau médicament en médecine. On va avoir des entreprises tests qui, elles, dans leur recrutement, recevront de Pôle emploi une présélection de CV préalablement anonymisée, et des entreprises témoins, en tout comparable, puisque ce sera juste un tirage au sort qui aura déterminé si vous êtes entreprise test ou témoin, qui recevront des CV nominatifs standards. Donc ça, c'est un protocole issu de sciences comme les sciences médicales, utilisé aussi en éducation, utilisé de plus en plus en économie, qui a une vertu, c'est qui permet d'avoir des recrutements au départ strictement comparables. On va s'assurer qu'on a des pools de candidats comparables, des entreprises comparables, et on regarde ce qui se passe lorsque d'un côté on envoie des CV anonymes, de l'autre côté des CV nominatifs. Un point important, cela dit, et qui illustre bien le décalage par rapport à d'autres mises en œuvre de ce type de méthode, c'est que là, on part du volontariat des entreprises. Les entreprises, on leur propose de participer à ces expérimentations, sachant qu'elles auront une chance sur 2 d'avoir des CV anonymes ou des CV standards. Et donc ça pose évidemment une question de quelles sont les entreprises qui vont accepter. Et là, le gouvernement était très clair, les décrets d'application n'ont pas été passés, donc ça ne peut pas être obligatoire. Et Pôle emploi était extrêmement prudent de ne pas forcer des entreprises à rentrer dans une expérimentation qui ne les tenterait pas. Donc on peut craindre que les entreprises qui savent être susceptibles de discriminer disent non merci, je suis pressé, il faut que j'ai tous les éléments rapidement, il faut que je contacte les candidats moi-même et je ne participerai pas. Donc peut-être n'est-on en train de parler du CV anonyme que sur les entreprises bonnes élèves. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est, en plus, on n'est pas en train de faire les choses en aveugle, comme dans un médicament où on donne un placebo. Les entreprises savent qu'on est en train d'expérimenter. Alors, une offre par entreprise, donc on n'est pas en train d'expérimenter l'effet de la discrimination dans l'entreprise A, mais en moyenne, quand même, on est peut-être en train de dire quelque chose sur elle, et donc on peut craindre que leur comportement soit un petit peu distordu. Alors voilà, ça c'est l'illustration simplement de ce protocole expérimental qu'on a mis en œuvre. Donc une première étape où on propose en haut de participer à l'expérimentation. C'est le conseiller Pôle emploi chargé de trier, de présélectionner des candidats pour l'entreprise qui lui propose. Le recruteur peut tout à fait accepter. S'il accepte,
Là, dans un premier temps, le conseiller va, comme il le fait assez régulièrement, présélectionner des CV pour l'entreprise. À ce stade-là, ce qui est important, c'est que le conseiller ne sache pas si ce seront des CV anonymisés ou standards qui seront envoyés, de façon qu'il ne puisse pas être biaisé dans son comportement de sélection des candidats. Et ensuite, ce tirage au sort qui fait que, pour certaines offres, dans certaines entreprises, on enverra un lot de CV anonymes, et pour d'autres entreprises, on enverra des CV nominatifs. Évidemment, donc ce processus, je l'ai dit, il est issu de contraintes. On n'a pas pu, on a choisi, en tout cas, dans le cadre politique, de ne pas rendre obligatoire l'anonymisation. Et on n'a pas imposé aux entreprises de participer à une expérimentation. Alors, on se méfie un petit peu que les entreprises qui participent à l'expérimentation puissent ne pas être représentatives. Et on a mené un certain nombre d'enquêtes. On a aussi mobilisé des données administratives, et cette fois de façon aveugle pour les entreprises, de façon non perçue des entreprises, pour vérifier quelles étaient les entreprises participantes. Ça, c'est une première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est que pendant l'expérimentation, on peut craindre que, notamment que les entreprises qui reçoivent des CV nominatifs, comme elles savent qu'on est en train d'étudier les discriminations, eh bien, elles fassent un petit effort et elles aillent notamment convoquer en entretien des candidats potentiellement discriminés. Là, on a quand même un atout qui est que par rapport à un testing où on est en aveugle, on envoie des CV, les entreprises ne savent pas que c'est une étude sur la discrimination, on le fait dans un cadre où on va jusqu'au recrutement. Et on craint un petit peu moins quand même que les entreprises aillent recruter un candidat, il s'agit de contrats de plus de 6 mois, etc., juste pour faire plaisir, sachant qu'il y a juste un recrutement et qu'elles savent qu'il n'y a pas de conséquences juridiques sur un recrutement de leur décision. Donc peut-être qu'en allant jusqu'aux entretiens, on va être un petit peu à l'abri de ce type d'effet. Mais l'autre chose décisive, c'est qu'on suit les entreprises témoins hors expérimentation, et là on est en mesure de voir si elles ont modifié leur comportement pendant l'expérimentation par rapport à d'autres recrutements. Et vous verrez que tout ça, c'est assez instructif. Donc en résumé, et ça c'était important parce qu'il y a cette difficulté dans cette expérimentation, ça permet l'évaluation des CV anonymes sur des entreprises volontaires, ça ne permet pas l'évaluation du CV anonyme obligatoire. Ça ne mesure absolument pas l'étendue des discriminations à l'embauche en France, ce n'est pas le sujet. Sinon, pour ça, il y a d'autres méthodes, comme les testings. En revanche, ça permet une collecte d'informations inédite qui va jusqu'au bout du processus de recrutement. Cher Luc, j'attire et je partage juste avec vous l'espèce de souci méthodologique. Vous arrivez avec beaucoup de prudence en montrant et en intégrant les biais. Il n'empêche qu'on va assez loin quand même dans la méthodologie et je pense qu'il y a des choses intéressantes quand même, peut-être réplicables sur d'autres en termes de culture. On est vraiment dans une approche totalement scientifique, une démarche petite. Alors, c'est une approche à laquelle je crois beaucoup, qui s'est pas mal développée dans l'évaluation des politiques publiques. On voit bien que c'est une démarche qui introduit des ruptures par rapport au processus habituel. Ça demande dans des décisions, dans la mise en œuvre de programmes, d'introduire cet aléa qui se justifie de façon diverse. Là, il y a vraiment un enjeu important. Je crois qu'on veut pouvoir lutter contre les discriminations. Et ma foi, si le petit coup, c'est qu'on va demander aux entreprises un effort supplémentaire, très bien, on le fait, on n'hésite pas. Derrière, on peut apprendre, mais il faut bien qualifier ça à chaque fois, parce qu'on rompt un petit peu le cours normal des événements pour apprendre. On aimerait bien le rompre au minimum. Dans certains cas, on doit après analyser à tête reposée les résultats. Une dernière petite précision liminaire, mon cher Luc. Pourquoi le point d'entrée sur ce sujet? Comment avez-vous... Est-ce qu'il y avait une intuition? Est-ce qu'il y avait juste la volonté de confronter l'efficience du CV? Est-ce qu'il y avait des indices chez les détracteurs? Entre nous, on peut se le dire, on est en petit comité ici. Je crois qu'il y avait un débat public qui était très vif, sur lesquels les positions étaient très arrêtées et sur lesquels on était obligé de faire des sauts logiques. Ce n'est pas la même chose de modifier une caractéristique d'un CV ou le fait de l'effacer. Il peut y avoir tout un tas de réactions. À partir de ce moment-là, on a envie de se donner les moyens, une base un petit peu factuelle, qui ne résoudra pas tout, mais qui permettra aussi un peu de discipliner les arguments dans le débat et d'élaborer éventuellement des outils plus pertinents. Donc la contribution de l'économiste pour objectiver et amener un peu de tangible dans ce débat. Pour essayer en tout cas. Et l'autre aspect peut-être, parce que l'économiste tout seul, il ne peut pas faire grand-chose, c'est que ça permet aussi de mettre autour de la table de discussion un ensemble d'interlocuteurs. Alors, et donc, justement,
allons-y. On va définir dans ce qui suit, je vais vous montrer un ou deux graphiques, comme candidat de la minorité, je vais employer le vocabulaire consacré dans cette littérature, en l'occurrence un candidat né à l'étranger de nationalité étrangère à la naissance, ou dont un parent est né à l'étranger de nationalité étrangère, donc candidat issu d'une façon ou d'une autre de l'immigration, qui était public visé par la loi de 2006, ou candidat résident dans des quartiers politiques de la ville. Et les autres candidats, ce sont simplement les candidats de la majorité. Et l'anonymisation qu'on va tester, c'est effacer le bloc état civil par Pôle emploi avant transmission au recruteur. Et donc là, je vais vous montrer un graphique qui résume l'essentiel de l'étude. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, je vais peut-être prendre le pointeur, ce sont des taux d'entretien. Et donc ce que vous voyez, c'est lorsque vous envoyez à une entreprise, donc en bleu ici, il s'agit du mode standard d'envoi des CV. Donc, parmi les entreprises qui ont accepté de rentrer dans l'expérimentation, eh bien, le taux d'entrée en entretien d'un candidat était de 9,3% s'il était de la minorité et de 11,6% s'il était de la majorité. Donc une petite différence qui n'est pas statistiquement significative, qui dit peut-être qu'il n'y a pas dans ces entreprises un problème particulier d'accès aux entretiens des candidats issus de la minorité. Et là, le gros résultat, c'est si vous prenez les mêmes entreprises, puisqu'elles sont issues du même groupe, elles ont juste été tirées au sort de la même population, et que vous leur envoyez des CV de façon anonyme, vous voyez que les candidats issus de la minorité, leur probabilité d'obtenir un entretien diminue, et les candidats de la majorité, leur probabilité d'obtenir un entretien augmente. Si bien qu'au final, si vous raisonnez en termes de probabilité relative, les chances d'un candidat de la minorité d'accéder à un entretien diminuent relativement à ceux de la majorité du fait de l'anonymisation, ce qui est exactement à rebours de ce que visait la politique. Et je vous avais dit, on va regarder jusqu'au bout les recrutements, et si vous regardez les recrutements, je vous passe les chiffres, mais la même chose se passe. Donc on se trouve devant ce paradoxe, si vous voulez, d'une mesure censée réduire l'écart de taux d'entretien entre candidats de la minorité et de la majorité, qui va agir au détriment des candidats de la minorité. Alors, j'espère, je me doute que la perplexité pour le moins, vous a... même si l'on dit souvent que l'enfer est pavé de meilleures intentions, il n'empêche que là, il faut questionner un peu. Voilà. Donc, avant de questionner, il faut quand même dire une chose, et là, on s'y tient. À un moment, on s'est dit, on s'est peut-être trompé de codage, on a vérifié les choses 10 fois, croyez-moi. La première chose, c'est se dire, la mesure telle qu'elle est évaluée, sur cette base de volontariat, est contre-productive. Et si on prend même les choses au sens d'une définition de la discrimination, ça veut dire qu'il existe des entreprises qui discriminent à rebours, c'est-à-dire lorsqu'on masque la caractéristique d'appartenance à la minorité, eh bien, on réduit les chances de ces candidats. Alors, je vais juste esquisser des éléments d'interprétation, parce qu'il faut que je laisse le temps à mon collègue, et on pourra revenir à ces questions-là après. La première, c'est quelles sont ces entreprises volontaires? J'ai insisté là-dessus volontairement. Toutes les entreprises n'ont pas participé à l'expérimentation. Et ensuite, dans un deuxième temps, on pourra essayer de comprendre ce comportement de discrimination à rebours que je vous ai indiqué. Alors, si on compare les entreprises volontaires aux entreprises qui déclinent l'expérimentation, on se rend compte que statistiquement, on est souvent dépourvu face à tous ces phénomènes. Parce qu'on avait une enquête assez généreuse, avec une batterie de variables, y compris des choses assez fines sur le travail en équipe, sur le lien entre le client et la personne recrutée, donc les caractéristiques du poste, etc. Et en fait, ça ne prédit pas du tout si l'entreprise va accepter que son recrutement passe par le CV anonyme. Et la seule variable qui, elle, joue très fortement, eh bien, c'est les recrutements passés. C'est-à-dire que les entreprises qui acceptent de rentrer dans l'expérimentation sont des entreprises qui invitent nettement plus de candidats à la minorité. Donc, au départ, ce sont des entreprises qui étaient plus favorables aux candidats à la minorité quand le CV était nominatif. Et donc, ça va tout à fait dans le sens de cette histoire de discrimination à rebours. Il y a peut-être des entreprises qui, en réalité, sont beaucoup plus favorables aux candidats à la minorité. Et si on leur enlève cette indication,
elles ne sont plus capables de le faire. Alors après, évidemment, la question c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste des entreprises qui veulent faire le contraire de ce qu'on sait que la majorité des entreprises font, ou est-ce qu'elles ont des raisons particulières de le faire? Et donc là, on est rentré un petit peu dans le détail, c'est là qu'on vous dit qu'on essaie de mieux comprendre le comportement des recruteurs, en codant les CV des conseillers, pour bien comprendre quelles étaient les caractéristiques qui jouaient sur ce comportement de convocation en entretien. Et donc, on a fait ça avec des conseillers de Pôle emploi, et donc les quelques 1000 CV qui rentrent dans l'expérimentation sont codés pour leur adéquation des compétences à l'offre, etc. Ce qui nous permet d'avoir une modélisation statistique de la sélection des CV lorsque le CV est anonyme et lorsque le CV est nominatif. Et ça permet notamment d'observer, alors que lorsque les entreprises ont accès à l'information sur les caractéristiques du candidat, ce qu'elles valorisent le plus, c'est l'adéquation des compétences du CV avec le poste. Et une chose qu'elles pénalisent, lorsque le candidat vient de la majorité, c'est les périodes d'inactivité inexpliquées, qui souvent sont en réalité des périodes de chômage. Sur votre CV, vous n'indiquez pas que vous avez été au chômage, mais s'il y a un trou pas expliqué, là, les recruteurs savent très bien, ou en tout cas ont tendance à conclure assez vite. Avec un CV anonyme, les choses que les recruteurs regardent sont un petit peu différentes. Une première, c'est, on avait demandé au conseil Pôle emploi de dire s'il y avait une marge d'incertitude sur la qualité du CV par rapport au poste. Ça n'a aucune importance lorsque le CV est nominatif. Il se trouve que ça joue un rôle négatif lorsque le CV est anonyme. Et donc ça peut être en effet un petit peu d'effroi. On ne donne pas l'identité du candidat. J'y regarde à 2 fois et je m'inquiète avant d'une certaine incertitude sur les compétences du candidat. Les compétences continuent à jouer, mais elles jouent un rôle moindre pour expliquer les décisions. Et cette fois, les périodes d'inactivité inexpliquées, elles jouent négativement, et elles jouent négativement pour tout le monde. Et là, une des interprétations qu'on peut avoir, c'est que sur certains signaux dont la lecture était différenciée selon les candidats, et peut-être avec de bonnes raisons, parce que lorsque vous venez d'un quartier des politiques de la ville, le fait d'avoir eu un épisode de chômage, ça dit moins sur vos caractéristiques propres et plus sur votre environnement. Et bien, lorsqu'on prive le recruteur de cette information, il va lire de façon uniforme ces périodes de chômage, et donc elles vont se mettre à pénaliser les candidats de la minorité, alors qu'au départ, elles ne pénalisaient que les candidats de la majorité. On pouvait dire, un candidat de la majorité qui a été au chômage longtemps, ça nous dit quelque chose sur sa productivité. Maintenant, je ne sais pas si ce candidat il vient de la minorité ou de la minorité, et donc je crains que malheureusement, ça dise quelque chose de négatif. Plus d'éléments de contextualisation. Donc, plus d'éléments de contextualisation. L'autre élément, c'est ce report d'attention sur de nouveaux signaux, comme celui de l'incertitude. Et en fait, si on décompose un petit peu les choses, on voit que statistiquement, ces changements dans l'évaluation des CV expliquent environ 60% de l'effet contre-intuitif du CV anonyme. Alors, je vais juste conclure en vous disant que, clairement, dans cette expérimentation, on voit en direct que le volontariat ne suffit pas, puisqu'il a touché des entreprises qui discriminaient les candidats minoritaires, alors qu'on sait que la discrimination discriminant positivement les candidats minoritaires, alors qu'on sait que le problème est une discrimination à l'encontre de ces candidats. Quid du CV anonyme obligatoire qu'on n'a pas testé? Il a été abandonné par le gouvernement. Empiriquement, on peut dire que le débat n'est pas clos, puisqu'on a touché une partie des entreprises. Et en même temps, on se rend bien compte que cet outil générique, il ne tient pas compte de l'hétérogénéité des pratiques de recrutement. Et du coup, ça peut plaider pour d'autres formes d'intervention. Mais ça, je garde ça pour la suite. Et alors, de mémoire, partie des entreprises les plus proactives qui ont expérimenté bien avant l'obligation légale l'ont abandonné. Lesquelles, animées, je pense à AXA notamment, dont on ne doute pas de la volonté de l'engagement sur le sujet. Tout ceci tente à corroborer ce que vous avez ici scientifiquement démontré. Bon, première certitude que l'on fait tomber, ça amène juste peut-être à un petit peu de prudence, pragmatisme, surtout absence de certitude quand on appréhende le sujet. Je me tourne. Alors, est-ce qu'on switch pour passer les slides? Eh bien, allons-y avec Thomas Breda. Thomas Breda, lui, a travaillé et sans trop dévoyer, va déconstruire lui aussi d'autres certitudes. On fait un focus sur un autre outil, alors dont on va, qu'est-ce qu'on va dire, méthodologique? Non, on va faire un autre outil, qui est celui, on l'a dit tout à l'heure, du concours de recrutement pour les femmes. Alors là, on est sur une discrimination, celle envisagée liée au genre.
et vous avez travaillé sur le recrutement des femmes dans les filières scientifiques. Absolument. Eh bien, bonjour à tous d'abord. Oui, moi je me suis intéressé à la discrimination contre les femmes ou les filles dans les filières d'études et comment elle variait suivant les disciplines concernées. Donc la question posée, c'est voilà, est-ce que les femmes sont davantage discriminées dans les filières les plus scientifiques? Alors, pourquoi on se pose cette question-là? D'abord parce qu'on part du constat que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes études. Ça, vous en êtes sans doute déjà rendu compte. Et quelques chiffres que vous observez, donc j'imagine, au quotidien. Les terminales scientifiques, l'ensemble, on a 41,5% de filles, donc un peu moins de filles que de garçons. En terminale littéraire, en revanche, on a 80% de filles, donc quasiment que des filles. Si on regarde dans les prépas maths ou physique, on va avoir environ 15% de filles. Parmi les ingénieurs, on va avoir environ 30% de femmes et 70% d'hommes. Donc on voit bien que, au fur et à mesure des études, se construit une ségrégation entre les filières d'études. Et puis, assez logiquement, ensuite, parmi les métiers, dans le monde du travail, les hommes et les femmes ne vont pas faire les mêmes métiers. Les métiers techniques liés à la science vont être plus masculins, les métiers qui nécessitent des études littéraires, ou par exemple les métiers liés aux soins, on peut en donner. Bon, je ne vais pas vous faire tout le découpage, mais les hommes et les femmes ne font pas le même métier. D'où déjà l'idée de se poser la question de est-ce qu'il y a de la discrimination sous-jacente pour expliquer cette forte ségrégation entre métiers. Et puis peut-être avant ça, là, les questions que je pose sur le diapo, est-ce que c'est un problème finalement? Est-ce qu'on doit se préoccuper de cette situation avant même d'aller regarder les discriminations? Est-ce que le fait que les femmes et les hommes ne fassent pas les mêmes études, les mêmes métiers, en quoi, pour un chercheur en sciences sociales, un économiste, en quoi ça devrait nous préoccuper? Après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on s'en préoccupe donc pour plusieurs raisons que je vais essayer d'évoquer là. La principale, c'est que, je pense que ce n'est pas un hasard, mais les métiers que les hommes font bien davantage que les femmes sont des métiers qui payent et qui mènent à de meilleures carrières. Donc les études que font les hommes, les études scientifiques par exemple, permettent d'avoir en moyenne des salaires de 10% de plus dès la sortie des études, quel que soit le niveau d'études, bac plus 2, bac plus 3, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études pour ça. À tous les niveaux, quand on a fait des études scientifiques, statistiquement on gagne plus, on a moins de chances d'être au chômage. Et c'est vrai pour d'autres métiers où les hommes s'engagent davantage que les femmes. Alors ça peut être soit parce que ces métiers requièrent davantage de compétences et donc rémunèrent mieux, ou ça peut être parce que c'est des métiers historiquement très masculins et dans lesquels on a eu plus de syndicats, de négociations collectives, une meilleure défense historiquement des intérêts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le problème est que quand même, si on regarde les écarts de salaire entre les femmes et les hommes aujourd'hui, qui sont importants, un tiers va s'expliquer par ce fait-là, que les hommes et les femmes ne font pas les mêmes études puis les mêmes métiers. Si on s'intéresse au plafond de verre, phénomène bien connu, qui est que tout en haut des hiérarchies d'entreprise, il y a très peu de femmes. Là encore, on sait que tout en haut des hiérarchies d'entreprise, on a des gens qui sont passés par les grandes écoles, notamment les grandes écoles d'ingénieurs. Et le fait que tout au début, peu de femmes s'engagent vers ces grandes écoles explique qu'à la sortie, on a peut-être aussi un peu moins de candidates pour accéder à ces postes. Ce qui est à la lumière, mon cher Thomas, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre et de la stratégie gouvernementale sur l'égalité salariale homme-femme nous interpelle, parce qu'il y a un objectif avec une pénalisation de l'entreprise qui ne parviendrait pas à rétablir l'inégalité, un objectif une sanction économique. Il y a derrière, alors, un prisme déformant qui est celui de la genrification ou de la segmentation homme-femme du sourcing et des filières de formation initiale. C'est juste un élément dans le débat, dans un sujet d'actu. Et absolument. C'est-à-dire que résorber toutes les politiques qui visent à résorber dans les entreprises les écarts de salaire homme-femme vont permettre de résorber en partie l'ensemble des écarts, mais pas entièrement, parce qu'une partie des écarts s'explique par le fait qu'il y a des entreprises où il n'y a pratiquement que des femmes et où des secteurs d'activité complets et où les gens sont très mal payés, et d'autres secteurs et entreprises
Donc tout ne se joue pas à l'intérieur des entreprises. Et avec le risque au final, mais on va pas, je ne veux pas trop vous écarter de votre sujet, mais le risque au final, si on voulait absolument rétablir pour les raisons qu'on connaît, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient de réponse à l'injonction gouvernementale, c'est d'une discrimination positive excessive dans l'autre sens. C'est-à-dire que je dois féminiser mon comex et je vais chercher les rares femmes ou la seule femme, avec le risque derrière des mauvaises expériences. C'est qu'en clair, vous mettez quelqu'un de non adapté parce qu'il y a cet objectif absolu du genre, parce que la source est moins grande, vous risquez d'obtenir des effets dévastateurs de long terme. On peut avoir ça, oui. Après, c'est un débat qui est aussi assez complexe, c'est-à-dire que le fait de dire il n'y a absolument aucune candidate, on arrive quand même à en trouver. Non, mais des femmes ingénieurs, vous êtes dans un métier où vous avez 90-95% de sourcing hommes, le rétablissement au dernier échelon, qui est celui de l'entreprise, devient une vraie difficulté. Oui. Et c'est pour ça qu'on a aussi tout un tas de politiques et envie d'arriver à la parité, non pas tout en bout de course, où là on a très peu de candidates et où on a parfois que des hommes, mais en amont. Donc c'est absolument. Ça s'inscrit dans ce contexte-là. Et puis, deuxième motivation assez générale, c'est qu'on essaie de comprendre finalement comment ce phénomène de ségrégation entre métiers, si on veut le résorber, si on pense que c'est bon de le résorber, il faut en comprendre les causes. Et donc, il faut comprendre comment les individus choisissent, les étudiantes choisissent leurs études et comment éventuellement les recruteurs, les examinateurs vont discriminer. Voilà. Donc très schématiquement, si on veut synthétiser ce problème, on a une sous-représentation des femmes dans certaines filières, notamment dans les sciences et notamment parmi les sciences en mathématiques, en physique, dans les sciences de l'ingénieur. Ça peut être lié à des discriminations, ça peut être lié à des différences de niveau au moment où les choix sont faits. Par exemple, aujourd'hui, les filles sont bien meilleures en lettres, en français, que les garçons. Alors si les filles sont bien meilleures en français, peut-être qu'elles choisissent davantage les études littéraires pour cette raison. On peut se poser la question, et ça peut venir vraiment des choix faits par les étudiants, c'est-à-dire qu'à même niveau, une fille et un garçon ne vont pas faire les mêmes choix d'études. Mais à minima, alors les explications 2 et 3 sont peut-être un peu plus difficiles à traiter, mais à minima, les discriminations étant injustes, illégales et inefficaces, on veut essayer de les comprendre pour lutter. D'où viennent-elles, voilà. D'où viennent-elles Alors avant de faire ça, peut-être un tout petit retour en arrière, parce que pour mesurer les discriminations, il faut d'abord savoir ce que c'est. Donc là, on va essayer, je vais vous montrer comment on a pu mesurer les discriminations dans des cas de recrutement par concours. Mais faisons un petit retour en arrière, si vous voulez bien, sur qu'est-ce qu'une discrimination. Alors de manière très générale, c'est deux personnes traitées différemment dans une situation similaire. Et au travail, on va avoir deux grands types de discrimination, c'est à l'embauche ou salariale. La discrimination salariale, c'est de dire on ne respecte pas un grand principe du droit du travail qui est à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que si deux personnes font le même travail, on doit les payer de la même manière. Et les économistes traduisent ça par à productivité égale. Quand on produit la même chose, on doit être payé de la même manière. Alors ça, c'est très difficile à montrer, c'est pratiquement impossible parce que les gens ne font jamais tout à fait le même travail et la productivité, ce qu'ils produisent, on n'arrive jamais très bien à le mesurer parce que presque par définition d'une entreprise, la production elle est collective, il y a un ensemble de gens qui produisent ensemble et donc isoler la production de chacun, c'est très difficile à faire. Donc on a beaucoup de mal à mesurer la discrimination salariale. Il reste la discrimination à l'embauche. Et là, l'idée, ça va être que des gens qui vont avoir les mêmes compétences observées, c'est-à-dire le même CV, dans le cas de l'expérimentation que Luc a présenté, devraient avoir normalement les mêmes chances d'avoir un entretien quand ils envoient leur CV, quel que soit leur sexe, leur origine, leur âge, leur handicap, etc. Si on recrute par concours, les gens qui ont la même performance au concours, qui réussissent aussi bien, devraient avoir les mêmes chances d'être recrutés. Alors là aussi, c'est un peu plus facile à mesurer, mais globalement, ce que je voulais dire aussi ici, c'est que mesurer la discrimination, c'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi ? Parce que le comportement d'un recruteur, d'un employeur, il va dépendre à la fois de la performance, on veut rémunérer la performance, l'encourager, mettre des récompenses, la récompenser. Et donc le comportement d'un recruteur, d'un évaluateur, d'un employeur va dépendre de ses compétences qu'on veut récompenser et potentiellement de discrimination. Mais donc si on veut mesurer les discriminations, on est bien obligé d'avoir une méthode, une stratégie qui isole ce qui va être la compétence, la productivité,
de ce qui va être un comportement discriminatoire. Et c'est pour ça que c'est difficile. Donc on a essentiellement, les chercheurs ont essentiellement 2 méthodes pour faire ça. La première, c'est ce qu'on appelle le testing, c'est des CV qui sont identiques, entièrement identiques, et sur un CV, on va mettre un prénom et un nom féminin, donc ça va être Pamela, et sur un autre Pamela Dupont, et sur un autre CV, ça va être François Dupont, et on va comparer les taux de réponse pour mesurer la discrimination. Et donc l'autre méthode, c'est comparer des évaluations anonymes et non anonymes, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc ça, j'ai fait ça avec plusieurs co-auteurs au CAPES, à l'agrégation et au concours de Normal Sup, qui est une grande école. Dans tous ces concours, et plus généralement dans tous les concours de la fonction publique, il y a des écrits anonymes, d'accord, c'est-à-dire qu'on a d'abord des épreuves écrites, et là, le sexe n'est pas observé, les copies sont corrigées de manière anonyme, et ensuite on a des oraux. Et dehors des oraux, évidemment, on voit qui est qui. Donc on a, et sont révélés le sexe, l'âge, etc. Et donc la méthode, elle est assez simple. Une fois qu'on arrive à avoir les données sur ces résultats des concours de recrutement, on va comparer les notes obtenues par les filles et les garçons aux écrits puis aux oraux, en se disant que les notes aux écrits ne contiennent aucun biais de discrimination puisqu'on ne sait pas qui est une fille et qui est un garçon. Tandis qu'aux oraux, il va y avoir des biais de discrimination. Pour que cette méthode elle marche, il y a 2 hypothèses à faire. La première hypothèse, c'est que les filles ou les garçons ne vont pas être systématiquement meilleurs à l'oral. Parce que si c'est le cas, alors dans ce cas-là, aux oraux, on va avoir peut-être des meilleures notes des filles, mais parce qu'elles sont meilleures à l'oral, pas parce qu'elles ont été discriminées au nom de leur sexe. Et on veut aussi qu'à l'écrit, l'écriture ne révèle pas parfaitement le sexe, qu'on ne devine pas le sexe avec l'écriture, parce que si c'est le cas, alors peut-être on a de la discrimination aux écrits. Donc ça, c'est le travail de chercheur, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais de convaincre qu'on a ces hypothèses qui sont bien respectées. Mais admettons une seconde qu'elles le soient. Dans ce cas-là, en comparant les progrès aux oraux et aux écrits, on mesure la discrimination. Alors, je vais vous montrer 2 graphiques qui contiennent tous les résultats. Ici, c'est les résultats pour l'agrégation. Donc l'agrégation, c'est le concours le plus difficile pour devenir enseignant. Enseignant au lycée, enseignant dans le supérieur, enseignant en classe préparatoire. On a, suivant les disciplines, on les a ici rangés sur l'axe des X, on les a rangés selon la proportion de femmes chez les chercheurs dans cette discipline. Donc tout à gauche, c'est les disciplines où il y a le moins de femmes. La physique, les mathématiques par exemple, la chimie. Et tout à droite, les disciplines où il y a le plus de femmes. Et on voit quoi? On voit que plus il va y avoir de femmes dans une discipline, plus il va y avoir un biais qui va être, non pas en faveur des femmes, mais en faveur des hommes, et vice-versa. Sur l'axe des Y, ce qui est représenté, c'est combien de places gagnent les filles par rapport aux garçons à l'oral des concours. Donc c'est ce que je prétends, moi, être la mesure de la discrimination. Donc, en physique et en mathématiques, par exemple, les filles doublent, si vous voulez, environ 15% des garçons entre l'écrit et l'oral. Elles dépassent de 10 à 15% des garçons. Et en langue, elles perdent environ 5% de place. Donc, on voit que plus il y a d'hommes dans une discipline, en fait, plus il ne va pas y avoir de discrimination contre les femmes, mais en faveur des femmes et vice-versa. C'est le sexe minoritaire qui est avantagé. Et on voit la même chose au CAPES. Pareil, même type de résultat. Donc, plus une discipline est dominée en effectif par les hommes, plus en fait on va avoir de la discrimination en faveur des femmes au recrutement et vice-versa. On trouve la même chose à l'oral de Normal Sup, donc on a plein de contextes où on voit ça. On peut montrer que le sexe est difficile à détecter à l'écrit, donc les évaluateurs, on a fait des tests pour montrer que l'hypothèse est bien respectée, que quand on demande à des évaluateurs de deviner si une copie est écrite par un garçon ou une fille, en fait ils se trompent quand même assez souvent, dans 30% des cas ils se trompent, donc ils devinent mal, et puis donc voilà, on peut montrer qu'il y a évidence de discrimination à l'encontre du sexe majoritaire dans la discipline, la difficulté, peut-être une limite d'une étude comme ça, c'est que pour montrer ce résultat, on doit se restreindre à un contexte où on peut mesurer la discrimination, et je vous l'ai dit, c'est très rare. Donc, on n'est quand même pas sûr que c'est vrai partout. C'est vrai au CAPES, à l'agrégation, à Normal Sup, mais bon, est-ce que c'est vrai partout? On n'en est pas sûr. Mais on a quand même une étude qui montre que le lien entre des stéréotypes de genre, les maths, c'est pas pour les filles, les lettres, c'est pas pour les garçons, donc des stéréotypes qui associent des disciplines à un sexe plutôt qu'un autre,
Eh bien, on n'a pas un lien systématique entre ces stéréotypes et des comportements discriminatoires. On a peut-être des recruteurs qui ont conscience de biais possibles, qui ont des volontés de lutter contre ces biais, donc qui contrecarrent, si vous voulez, ce que serait le mécanisme de base de dire « Ah bah, les maths, c'est pas fait pour les filles, donc si j'ai une fille en face de moi, je vais la discriminer. » Au contraire, quand ils voient des filles qui arrivent et qui vont à l'encontre du stéréotype par leur choix, ils les encouragent. Donc une espèce de discrimination positive, non formulée, collectivement partagée. Si elle est... Non formulée, parce que dans tous ces concours, c'est absolument interdit de discriminer. C'est la société française très méritocratique. On a des concours avec des épreuves écrites, orales, en maths, en physique, en lettres, dans toutes les matières, avec un programme très précis. On n'interroge que sur le programme et on est censé évaluer que les compétences. Donc bien entendu, ces comportements, chacun les fait dans son coin et on n'a pas du tout de coordination autour de ces comportements. C'est comme si on faisait, les Américains font directement ce qu'on appelle affirmative action, ils ont des quotas, des politiques de discrimination positive qui sont légales et assumées, et les Français le font de manière, on ne leur a pas demandé de le faire, mais ils le font quand même. Ce qui, sans jugement de valeur, est intéressant, ça veut dire que naturellement, il y a une propension au rétablissement d'une certaine forme d'égalité. Voilà. Ce qu'on trouvait également dans le CV anonyme. Ouais. Dans la démonstration que le CV anonyme, finalement, biaisait dans l'autre sens. Pour certains, oui. Absolument, absolument. Je regarde ma montre. Pour conclure, je crois que j'arrive en fait assez vite à la conclusion, là, maintenant. L'objectif d'une étude comme ça, il y en a plusieurs, mais le premier objectif, c'est que c'est pas de dire il n'y a pas de problème, évidemment. Je vous ai bien dit au départ, il y a une sous-représentation des femmes dans certaines filières, et ce sont les filières qui mènent aux meilleurs salaires, aux meilleures carrières. Donc il y a quand même un problème d'égalité. Et pour comprendre les sources de ce problème d'égalité, on va regarder les différentes causes une par une. Je vous ai dit, il y a 3 causes principales. Et le fait de pouvoir montrer que, attention, tout n'est peut-être pas expliqué par la discrimination systématique des femmes qui essayent d'aller dans ces métiers où il y a beaucoup d'hommes, c'est une manière de pouvoir mieux se recentrer, mieux comprendre les autres causes et lutter éventuellement contre les autres sources de ces inégalités. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui s'intéressent au choix, qu'est-ce qui détermine les choix des étudiants, dans quelle mesure l'école, la famille, ce qu'on fait les parents vont conditionner les choix et faire qu'in fine, les filles et les garçons vont faire des choix différenciés, ou qu'est-ce qui fait que les préférences, les goûts vont être différents pour les filles et les garçons. Voilà, il y a énormément de recherches en sciences sociales qui s'intéressent à ça. Mais au moins là, on permet d'écarter en partie une des causes, la discrimination. Et il y a une autre utilité, je voulais dire à la fin un peu parce que c'est à la fois très sérieux et ça permet de faire la pub pour mes propres travaux de recherche, donc c'est pour ça que j'aime bien conclure là-dessus. Dans une logique de partage, hein, tout ça est bienveillant. Évidemment. Donc, la manière dont voient peut-être les étudiantes et les étudiants qui regardent, qui observent la sous-représentation, le fait qu'en maths, il y a très peu de filles, qu'en lettres, il y a très peu de garçons, si on n'a pas conscience de toutes les causes possibles, si on n'a pas beaucoup réfléchi à ça, une manière assez simple de rationaliser le fait qu'on voit très peu de filles dans certains métiers, c'est de dire elles doivent être discriminées. Donc les étudiantes, en fait, on a fait une enquête auprès de lycéennes, 65% des lycéennes pensent que les femmes sont discriminées en sciences. Alors je ne dis pas qu'elles ne le sont jamais, hein, je ne vais pas aller jusque-là, mais je dis qu'elles ne le sont pas systématiquement, pas toujours. Et donc il y a cette croyance, cette peur de la discrimination, quand on voit une sous-représentation, qui peut désinciter les filles à aller étudier les sciences ou les garçons à aller étudier les lettres, et qui peut entraîner un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il y a peu de femmes qui font des sciences, donc les filles ont peur d'y être discriminées, mal accueillies, donc elles ne font pas de sciences, donc la génération suivante, il y a toujours peu de femmes dans ces filières-là. Et la ségrégation s'entretient. Donc l'utilité, une autre utilité d'une étude comme la nôtre, c'est que si elle est bien connue, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire la pub pour ces résultats, si elle est bien connue auprès des lycéens et des lycéennes qui font leur choix, ça peut limiter cette peur de la discrimination parce qu'à minima, on sait qu'on n'y sera pas mal accueilli dans ces filières. Voilà. Luc et Thomas, je propose en forme de rapport d'étonnement, on fasse un petit sondage sur votre niveau de surprise dans la salle. Qui est surpris puisque Thomas vient de s'exprimer, par ce prisme déformant qui apparaît à l'issue du processus du recrutement de fonctionnaires. Vous levez la main ? Qui est surpris ? Donc si j'inverse la question, tous les autres ne sont pas surpris.
Ça veut dire qu'une très grosse... Non mais sans blague, ça veut dire qu'une très grosse majorité d'entre vous s'attendait à cette espèce de prisme déformant ou de prédisposition à représentation sociale ou sociétale. J'ai peur qu'il y ait beaucoup d'abstention quand même. Mais... Est-ce qu'il y a de l'abstention? Non, je n'imagine pas. Y a-t-il de l'abstention? Non. On va poser la question inverse. Tu as raison, Thomas. Je m'inquiète. Qui n'est pas surpris? Okay. Oui, donc ils sont largement majoritaires, je confirme. Deuxième volet, l'étude de Luc. Vous l'avez en tête, le CV anonyme, et on s'aperçoit que le CV anonyme, finalement, détériore, si je résume à grands traits, les chances d'accès à l'entretien des populations minoritaires ou exposées a priori au risque. Moi, je dis le CV anonyme sur la base du volontariat des entreprises. Et on reconnaît la précision méthodologique. Qui a été surpris par ce volet? Question réciproque. Qui n'est pas surpris? Donc là, on est bien d'accord. On a une majorité de surprises, et ce qui, de notre point de vue, n'est pas une grande surprise. Avez-vous des questions plus concrètes sur les deux études que l'on vient de voir, qu'on puisse après avancer sur le sujet? Il nous reste 10 minutes et je vais essayer de respecter votre timing. Y a-t-il des questions déjà adressées à l'un ou l'autre sur les études qu'on vient de vous transmettre? Monsieur, j'arrive avec un micro. Non, attendez. Ah, super. On a un ami bienveillant qui vous amène un micro. Monsieur, allez-y. Et dites-moi à qui s'adresse votre question. OK, merci beaucoup pour les deux orateurs. Alors, ma question, c'est au premier orateur que je voulais poser. C'est par rapport, disons, au pourcentage. Alors, vous avez dit que c'était 60%. C'est les chiffres que vous avez donnés. Alors, la sous-question que je voulais vous poser, c'était pour savoir si, dans votre étude, vous avez étudié les sous-populations. C'est-à-dire que parmi ces 60% que vous avez donnés, est-ce que vous avez l'idée de la sous-population des représentations? Est-ce que c'est des sujets qui venaient de quel continent? Est-ce que ils venaient de l'Amérique latine? Est-ce qu'ils venaient de l'Afrique? Est-ce qu'ils venaient... Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Merci. Oui, alors 60%, j'ai peut-être pas été tout à fait clair, c'est 60% de l'effet qu'on observe, qu'on est capable d'expliquer comme ça, par ces différences entre deux modalités de recrutement. Donc, ça ne veut pas dire que pour d'autres personnes identifiées, on n'observerait pas d'effet. C'est vraiment une décomposition, si vous voulez, d'un effet moyen. L'effet qu'on observe là, par contre, pour répondre à votre question, est-ce que c'est certaines sous-populations et pas d'autres? Très majoritairement, là, les candidats potentiellement discriminés qu'on capte, pour 90%, c'est des candidats d'origine africaine, maghrébine. Et donc c'est bien d'eux qu'on parle, hein, c'est bien eux qu'on avait en tête. On peut repérer des candidats d'autres pays. Ils sont en fait peu nombreux dans notre échantillon, on ne voit pas d'effets très différents, mais si on se limitait à ces candidats, on observe bien les effets que je vous ai décrits. Sachant peut-être que l'excellente question de notre ami nous renvoie à la largeur du spectre du sujet de la discrimination. Je veux dire par là que discrimination, on va être sur des sujets d'ethnie, d'appartenance religieuse, sociale. On peut être également de genre, évidemment, on l'a vu ici, d'âge, l'âge entre les juniors et les seniors. Il y a de vrais sujets sur le marché de l'emploi quant à la discrimination des seniors, pour plein de raisons. Et on va retrouver d'autres formes de stéréotypes, mais des mécanismes proches. Ce qui montre à quel point le sujet sociétal est un sujet presque global. Y a-t-il d'autres questions ? Parce que moi, j'en ai toujours, alors. Chère madame, allez-y. J'étais agent d'encadrement dans une administration... Parlez bien dans le micro. J'étais agent d'encadrement dans une administration financière. Dans cette administration, bien sûr, tout le monde est recruté par concours. Mais donc, il n'y a pas de discrimination.
Je dirais que les gens les personnes qui intégraient l'administration, qui étaient issues de la diversité, étaient des gens extrêmement compétents. Et deuxièmement, quand on nous donnait l'autorisation de recruter des auxiliaires, s'ils étaient recrutés par Pôle emploi, c'était catastrophique. Par contre, si on avait la chance de pouvoir, y compris des personnes de toute nature, recruter par connaissance, eh ben, tout se passait bien, parce que ce qui est important, c'est que les gens travaillent, qu'ils soient à l'heure, qu'ils fassent ce qu'on leur dise et qu'ils ne cachent pas s'ils ont fait une erreur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a aucun sujet sur la diversité, à mon sens. Gardez le micro, puisque vous avez été surprise vous-même par l'étude, je pense à celle de mon ami Thomas, les résultats de l'étude, sur le fait que le concours, finalement, n'exclut pas, après la phase d'entretien, une forme de distorsion. Je suis désolée, mais je suis sortie une petite Oh, vous êtes pardonné. Alors, on résume. Contre, Thomas, si tu veux... J'ai travaillé dans l'Essonne et dans le Val-de-Marne, oui, où il y avait toutes sortes de personnes, oui, et il n'y avait pas de sujet là-dessus. Hein. Au niveau des concours, des oraux des concours, moi-même, je n'ai jamais fait passer d'oraux, mais j'ai des collègues qui en ont fait passer. Ce qui importe, c'est de savoir comment les gens se comportent, comment ils sont vis-à-vis du public, vis-à-vis de ce qu'on leur demande au niveau de la probité et de l'obéissance, parce que dans une administration financière, quand on nous dit que c'est blanc, c'est pas blanc à moitié, hein, il faut faire ce qu'on nous demande. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour ce partage, chère madame. Thomas, une réaction? Je vais tenter une réaction, hein, c'est pas facile, mais... Ouais, non, mais merci pour votre témoignage. Bon, il y a quand même des problèmes de discrimination à plein d'endroits. Je crois pas qu'il faille quand même dire que... Bon, c'est sûr que dès lors que les gens font ce qu'on leur demande, tout va bien, ça, on est d'accord là-dessus. Mais quand même, dans le recrutement, si on regarde des études à très grande échelle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en France beaucoup de recrutement, de discrimination, selon l'origine ethnique. Donc c'est vraiment la source principale de discrimination. Et selon le sexe, en moyenne, il y en a assez peu, et donc ça dépend des contextes. Et justement, ces résultats que je vous montrais illustrent ça, que ça peut varier beaucoup selon les contextes, et plutôt avec une tendance, ou parfois en tout cas avec une tendance à vouloir essayer d'égaliser la proportion d'hommes et de femmes dans les différents métiers. Parce que si j'ai en tête le témoignage de madame, qui finalement, si on regarde l'approche scientifique, est circonscrit au périmètre qu'elle a connu, il y avait pas de volonté de discrimination, et 2, quand on recrute différemment, ça fonctionne. Oui, alors pas de volonté de discrimination, je crois que c'est assez difficile, c'est beau de l'affirmer, mais il y a toute une littérature quand même qui montre que les gens ont des biais cognitifs qui peuvent les amener, dont ils n'ont pas forcément conscience. C'est ce qu'on disait d'entrée, il n'y a pas de volonté. Donc je ne suis pas sûr de vous faire totalement confiance, ça c'est votre prisme et la manière dont vous voyez les choses, mais c'est difficile à démontrer, je crois que c'est important d'essayer d'avoir des bonnes méthodes. On vous amène un micro, sinon je vous amène le mien. Tac, je vais essayer de ne pas me casser. Oh, vous êtes formidable. On vous fait courir, cher ami. Si je peux me permettre, je vous en dans prie. les cas où j'ai recruté directement, j'avais absolument besoin de quelqu'un. Parce que le travail ne pouvait pas se faire sans avoir une personne. J'avais les crédits, donc il fallait absolument trouver quelqu'un qui... Nécessité fait loi. Absolument. Et je n'ai jamais eu de souci particulier. Merci, madame. Il y a une question dans le fond. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas assisté à l'ensemble de l'intervention de monsieur relative aux discriminations. Moi, j'appartiens à la deuxième génération de ce qu'on appelle maintenant les gens issus de la diversité, entre guillemets, de l'immigration. Alors, je voudrais apporter un témoignage qui est concret, qui est mon parcours personnel. Moi, les discriminations, je les ai connues. Et je les ai connues de belle manière parce que, autant je suis d'accord avec la dame quand elle parle des administrations financières, parce que moi-même j'appartiens à une administration financière, et je suis d'accord avec la dame que le biais du concours permet de rester dans une neutralité au niveau des embauches.
mais je peux quand même relativiser ce que dit la dame, parce que sur le parcours, sur le plan de carrière, je peux vous dire que les discriminations au sein de l'administration, elles existent toujours, en dépit du fait que le concours est un point de départ à la neutralité dans l'embauche. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, moi, je suis un ancien élève du CNAM. Oui. Donc, si vous voulez, je suis issu d'ICT, mais j'ai fait des cours en cours du soir et je suis arrivé à des niveaux d'études supérieures pour l'époque. Et je peux vous dire que j'ai été discriminé parce que j'ai fait un master il y a plus de 30 ans ici et que j'ai jamais pu valider parce que j'ai jamais pu trouver une entreprise qui puisse accepter mon stage pratique. Donc, ce qui est très intéressant... Voilà. Et pour finir, j'ai travaillé dans un grand groupe d'assurance ici en France. Hein, oui. Et on nous a recrutés sur la base de la catégorie agent de maîtrise, alors qu'on avait des diplômes supérieurs à l'époque, pour des gens issus de l'immigration. Et on recrutait des gens débutants qui n'étaient même pas dans l'entreprise, avec le statut de cadre, alors que nous qui étions dans la boîte avec les diplômes universitaires requis, on nous refusait l'accès à l'encadrement. Merci. Ce qui veut dire... Alors, nous, ce sur quoi nous nous sommes concentrés tout de suite... Non, mais c'est toujours touchant d'être sur du vécu. Ce sur quoi nous avons travaillé tout de suite, c'est la phase de l'embauche. Et ce que vous montrez ici, ou de l'intégration, ce qu'on montre ici, c'est qu'une carrière, c'est un parcours, un continuum, et que les biais déformants, voire les sources ou les manifestations qui résultent, enfin qui engendrent une forme de discrimination, se concrétisent au long du parcours. Comme pour l'inégalité salariale, quand on parlait d'inégalité homme-femme. C'est-à-dire que, et j'aurais tendance à dire, les méthodologies qui ont ici démontrées, c'est une des contributions de nos amis économistes à notre débat, sont peut-être des choses à transposer et à utiliser pour analyser ce que sont les parcours, les progressions, qu'elles soient salariales, hiérarchiques, pour envisager l'existence ou non, et nous ne doutons pas de ce que nous décrit monsieur, de représentations stéréotypées pouvant conduire à une forme de discrimination. Oui, absolument. Merci beaucoup à nouveau pour votre témoignage. Enfin, si nous, comme chercheurs, on travaille sur ces questions-là, c'est évidemment parce qu'on est complètement convaincus de la réalité de ce que vous évoquez pour vous et de ce que vivent de très nombreuses autres personnes, quoi. Donc, pour être vraiment très clair, on n'a pas là pour but de montrer qu'il n'y a pas de discrimination. Hein. On met sur la table des outils qui font tomber nos certitudes. À mieux comprendre les situations. Oui. Voilà. Luc, un mot. Oui, pour aller dans la même ligne. Les travaux auxquels Thomas faisait allusion, qui mesurent finalement toutes des formes de discrimination implicites, mal comprises par ceux qui les mettent en œuvre, sont très importants. Donc, allez faire, ça je vous le recommande, allez faire un test d'association implicite. Vous tapez sur Internet Implicit Association Test et vous le faites. Et vous serez peut-être même surpris de les a priori que vous pouvez avoir. Et donc, les recruteurs, ils les ont. Ils travaillent contre. Donc, une partie des travaux, c'est aussi une information, c'est d'être sensibilisé à tout ça. Ce qu'on sait cependant, c'est que c'est compliqué. Voilà, alors du coup, à partir de là, on peut faire crédit aux gens de leurs bonnes intentions, mais je pense qu'on a besoin de plus. Et en tout cas, sur le cas du CV anonyme, ce que ça dit, c'est que le volontariat, c'est bien, mais sans doute dans ce cas-là, faut-il que ce soit accompagné de davantage de formation et de mesures et d'objectivation. Et la question de la contrainte, alors qu'il peut prendre différentes formes, qui peut être une contrainte légale du type CV anonyme obligatoire, encore une fois que notre étude ne permet pas de remettre en cause. Ça, c'est une voie. L'autre voie, ça peut être une contrainte réputationnelle. Un testing très intéressant a été mené par la DARES auprès de 40 grandes entreprises. Et là, on a regardé pour une même entreprise plusieurs recrutements, ce qui permet de dire des choses statistiquement pour chacune de ces entreprises. Ensuite, les entreprises ont été contactées. Et voilà, là, on est aussi mis en face de ces véritables pratiques et pas juste de ces intentions. Et on sait qu'il y a beaucoup de prismes de déformation à l'œuvre. Un petit mot pour conclure, Thomas. Alors, je regarde à la fois la contrainte et la frustration qui peut être la nôtre. On pourrait passer une heure supplémentaire.
on a finalement, qu'avons-nous appris ensemble, qu'avons-nous regardé ensemble? On a quand même brossé pas mal de sujets. D'abord, sur le fait que quand certitude il y avait ou conviction il y avait, il fallait les éprouver, ou en tout cas, il y avait une vertu dans la méthodologie expérimentale pour les valider ou non. On a vu également, peut-être en filigrane, à quel point elles étaient contre-productives, ces formes de discrimination, genrification. Et petit mot de la fin, comme je le disais, pour Thomas et Luc, peut-être pour conclure, parce que je respecte le timing de nos amis. Pour revenir à ce que, du coup, moi, je vous ai montré sur la discrimination positive dans certaines filières des filles, beaucoup de gens, dans les politiques du genre, disent il faut faire de l'évaluation anonyme. C'est la même conclusion que pour Luc, je ne l'ai pas dit explicitement, mais c'est vraiment ça. Ils disent on va faire que des écrits, on arrête les oraux des concours parce que les écrits sont anonymes et du coup, il n'y aura pas de discrimination. Or, comme dans ce cas-là, en fait, on a de la discrimination positive aux oraux, si vous faites ça, si vous enlevez les oraux et que vous faites plus que des écrits, on va se retrouver à recruter moins de femmes dans ces filières où on cherche à en avoir davantage. Donc là aussi, on arrive à une conclusion que l'anonymat va pas forcément être bon. Luc, un mot. Alors, moi, je n'ai pas de réponse satisfaisante, globale, universelle au problème de discrimination, ce qui est peut-être un bon signe malgré tout, parce que parfois on se rend compte que les solutions globales sont aussi illusoires. Je pense en revanche, ce que l'expérimentation du CV anonyme a montré, c'est qu'il fallait dans ce cas-là des choix politiques clairs et que le compromis et les bonnes intentions ne suffisent pas. Donc on peut vraiment le voir, et surtout pas comme circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de discrimination, c'est absolument pas ce que ça montre. Les testings sont là pour montrer qu'il y a discrimination, mais attention, les solutions intermédiaires qu'on ne va pas tester, ça c'est une façon trop confortable de résoudre le problème. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie à vous de votre attention. Je vous rends à votre pause déjeuner. Merci à Luc Béhaguel et à Thomas Breda. Et au plaisir de vous retrouver dans les autres débats de ces printemps de l'économie. Merci à nos organisateurs.